Donc, je vais vous faire une présentation sur qu'est-ce que les champignons peuvent nous apprendre sur l'intelligence artificielle. Alors, vous devez sûrement vous demander d'où vient ce sujet plutôt original. En fait, au départ, je suis software engineer, enfin engineering team lead chez Dataiku, qui est donc une entreprise qui fait une plateforme pour que d'autres entreprises puissent collaborer sur des projets de data science ou d'intelligence artificielle. Donc, je baigne plus ou moins dans le domaine de l'IA. Et récemment, j'ai lu un livre fascinant sur les champignons. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs, des similarités entre champignons et intelligence artificielle. Et donc, ça m'a donné envie de creuser. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui pour partager ça avec vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu vidéo ou la série The Last of Us. Donc, c'est une série, un jeu vidéo qui dépeint une humanité contaminée par une pandémie de champignons. C'est en fait inspiré d'un champignon réel qui s'appelle le cordyceps et qui est capable de prendre le contrôle du corps des fourmis. Et donc ça montre que dans nos sociétés occidentales, on a une vision plutôt négative des champignons. Cependant, on a tort parce que les champignons ont énormément de choses à nous apprendre. Alors vous devez vous demander qu'est-ce que cette image représente. En fait, c'est un blob. Il y a des scientifiques au Japon qui ont modélisé le territoire japonais par des flocons d'avoine, parce que le blob, qui est en fait un organisme unicellulaire, arrive à se propager en réseau pour aller chercher sa source de nourriture, et le fait souvent de façon optimale. Et donc il se nourrit de flocons d'avoine, et des scientifiques au Japon ont modélisé la carte japonaise avec des flocons d'avoine, et ils se sont rendus compte qu'au bout de quelques heures, le blob avait réussi à remapper le réseau ferroviaire japonais, qui est considéré comme l'un des plus efficaces au monde. Donc ça veut dire qu'un tout petit organisme avec une seule cellule est capable de résoudre des problèmes où nous, en tant qu'humains, on a besoin de tout un bureau d'études d'ingénieurs pour arriver à trouver des solutions. Donc ça montre que en étudiant la nature, en étudiant les blobs, les champignons, on a énormément de choses à apprendre. Alors de quoi je parle quand je parle de champignons? Enfin, généralement, dans les grandes familles du vivant, on connaît les animaux, les plantes. Les champignons, c'est une famille à part. Et on pense généralement donc, à l'appareil fructifère du champignon. Donc le fruit, c'est ce qu'on trouve dans la forêt ou ce qu'on mange. Mais 90% de la masse de l'organisme, c'est en fait un réseau de filaments qui s'appelle le mycélium. Et c'est comme ça que les champignons arrivent à se nourrir, donc vont chercher des nutriments, vont chercher de l'eau dans le sol. Et donc forcément, comme c'est comme ça que les champignons arrivent à survivre, le mycélium doit faire preuve de comportement intelligent et s'adapter à son écosystème. C'est aussi par le mycélium que les champignons vont développer des relations de symbiose avec les plantes, donc où il y a des échanges de nutriments qui peuvent se faire entre les champignons et les plantes, ou parfois même entre plusieurs plantes par l'intermédiaire du champignon. On va voir en quoi le champignon peut être un informaticien ou un data scientist, puisqu'en utilisant du biomimétisme, donc en imitant la nature, on peut améliorer les algorithmes existants, et en particulier les algorithmes utilisés en IA. Donc il y a plusieurs expériences qui ont montré que le blob était capable de résoudre des problèmes algorithmiques complexes, donc en particulier le problème du plus court chemin, les problèmes de labyrinthe, parce que le blob est capable, donc contrairement à des animaux qui peuvent aller à un seul endroit à la fois, le blob se développe en réseau et donc peut explorer plusieurs possibilités en même temps. Donc il y a une capacité de paralléliser les différentes voies d'exploration. Et c'est comme ça que le blob arrive à résoudre des problèmes type labyrinthe ou plus court chemin. Il y a aussi Liping Zhu qui, en 2013, a modélisé le problème du voyageur de commerce et on a démontré que le blob était capable de connecter plusieurs points de façon optimale. Et le use case, enfin le cas d'usage vraiment rigolo, c'est utiliser le blob pour faire de l'exploration spatiale. Donc c'est ce scientifique Andrew Adamski qui a modélisé la Lune avec une sphère et a fait partir un blob d'une station spatiale et on a déduit une stratégie pour aller coloniser la Lune. Donc potentiellement, quand on aura envie de savoir comment s'installer sur la Lune, ce sera intéressant de s'inspirer du blob. Plus spécifiquement, dans le domaine du machine learning, on peut utiliser donc, des algorithmes inspirés du blob
pour améliorer les performances des modèles. Donc, de façon très schématique, lorsqu'on entraîne un modèle de machine learning, donc d'apprentissage, on a besoin de données pour que le modèle puisse apprendre de ces données. Ensuite, on va sélectionner des features, enfin des colonnes, enfin on choisit ce qui va nous permettre de prédire de la façon la plus efficace possible. C'est ce qu'on appelle l'étape de sélection de features. Ensuite, on doit trouver les meilleurs hyperparamètres du modèle, de manière à avoir les meilleures performances lorsqu'on va prédire. Et une fois que le modèle est tuné parfaitement, on peut ensuite tester, en tout cas faire des prédictions. Et donc il y a cet algorithme qui s'appelle l'algorithme du slime mold, ou l'algorithme du blob, qui peut être utilisé à deux étapes dans la conception de modèles de machine learning. C'est lorsqu'on veut sélectionner des features et dans la recherche d'hyperparamètres. Parce qu'en fait, c'est un algorithme d'optimisation type métaheuristique qui est très efficace lorsqu'il s'agit de faire des recherches. Et là, comme il y a énormément de possibilités, c'est intéressant d'utiliser ce type d'algorithme. Et on peut également s'inspirer de certaines propriétés des champignons pour améliorer les modèles d'IA de demain. Donc là, ce n'est pas forcément ce qui est fait aujourd'hui, mais c'est des pistes qui seraient intéressantes à explorer, je pense. En tout cas, pour s'inspirer des propriétés des champignons qui seraient intéressantes pour développer les modèles d'IA. Donc si quelqu'un fait de la recherche en machine learning, c'est l'opportunité de s'inspirer de la nature pour développer de nouveaux modèles. Il y a une propriété qui est super intéressante dans le cas des champignons, c'est sa capacité à s'adapter à son environnement, puisque forcément, face à un écosystème changeant, les champignons vont réussir à s'adapter. Et ce serait très intéressant d'avoir la même chose dans le cas des modèles de machine learning, parce que souvent les données ont tendance à évoluer. Donc c'est ce qu'on appelle le data drift, les données dérivent. Et dans ces cas-là, on est obligé de réentraîner le modèle. Mais si on mettait en place des modèles qui sont capables de s'adapter à des données changeantes, ça permettrait d'éviter cette étape de réentraînement. Une autre propriété qui est super intéressante, c'est la capacité des champignons à s'auto-réparer. C'est un peu comme un système immunitaire. Et dans le cas des modèles de machine learning qui peuvent potentiellement subir des attaques, ce serait intéressant de mettre au point des modèles qui sont capables de s'auto-réparer. Et enfin, là, c'est plutôt une propriété du blob, mais on a remarqué qu'on était capable de fusionner deux blobs entre eux et que les connaissances acquises par l'un des deux blobs étaient en fait aussi connues par la fusion des deux. Et donc, ce serait aussi intéressant de fusionner des modèles d'IA et voir comment ça permettrait d'améliorer les performances du modèle résultat de la fusion. Donc, on a vu comment les champignons pouvaient être des informaticiens par le biomimétisme, mais encore plus intéressant, comment on pourrait développer une IA fongique. Donc, comment les champignons pourraient être une intelligence artificielle à eux tout seuls. Alors, il y a le scientifique Olson qui, en 1995, s'est demandé comment les champignons, via leur mycélium, arrivent à transmettre une information d'un bout à l'autre du réseau. Parce qu'en fait, il a remarqué que certaines informations arrivaient à se propager très très vite. Et en fait, c'est parce qu'à l'intérieur du mycélium, il y a des signaux électriques qui passent. Et lorsqu'on regarde la vue au microscope du mycélium, on se rend compte que les filaments sont en fait compartimentés. Donc, il y a une forme des cloisons qu'on appelle les septa, avec un système de pores qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Et en fonction de s'ils s'ouvrent ou ils se ferment, ils peuvent laisser passer le signal électrique ou alors le bloquer. Voilà, une représentation schématique de ce que je viens d'expliquer. Est-ce que ça vous rappelle sûrement quelque chose? Le fait qu'il y ait une sorte de porte qui peut s'ouvrir, se fermer, et donc laisser un signal électrique. C'est en fait le fonctionnement d'une porte logique. Et donc, c'est les composantes de base des ordinateurs qui permettent, type transistor, qui permettent de reproduire une logique booléenne dans les circuits qui sont utilisés pour concevoir des ordinateurs. Et il y a ce scientifique Andrew Anamapsky, en 2020, qui a étudié une moisissure qui s'appelle l'Aspergillus niger, et il s'est rendu compte qu'il arrivait à détecter dans son mycélium plusieurs opérations de logique booléenne. Et en parallèle, il a conçu un ordinateur fongique. Et donc, comment ça fonctionne? Il a utilisé le mycélium comme un réseau de processeurs
Et les fruits, il est venu les stimuler. Et donc, c'était une sorte d'interface pour l'ordinateur. Et toute l'information est codée dans des pics électriques qui passent dans le mycélium. Et quand on prend du recul et qu'on regarde le premier réseau de neurones artificiels à avoir été développé en 1943 par McCulloch et Pitts, on se rend compte que son fonctionnement présente une ressemblance troublante avec le mycélium, puisqu'on a deux signaux binaires qui vont ensuite être pondérés, puis passer par une fonction d'activation qui était au départ une opération de logique booléenne, et donc ça ressemble énormément au fonctionnement du mycélium avec ce système de pores. Au départ, le premier réseau de neurones dérivait des réseaux de neurones humains, mais finalement, ça ressemble peut-être encore plus au mycélium présent dans les champignons. Donc, à partir de là, comme on voit que la première implémentation des réseaux de neurones, c'était à l'époque de l'analogique avec le perceptron 1 Mark, donc c'était une machine, et qu'il existe de plus en plus de composantes électroniques à partir de matière organique, c'est ce qu'on appelle le wetware par opposition au hardware, on pourrait concevoir une IA uniquement à partir de matériaux issus des champignons. Malheureusement, le problème de l'ordinateur fongique, c'est que c'est beaucoup plus lent que les ordinateurs avec du silicone, mais il présente des avantages, parce qu'en particulier, c'est des matériaux qui sont biodégradables et donc plus durables, et qui sont capables de s'auto-réparer, puisque c'est de la matière organique qui peut se reconstruire si elle a été endommagée. Très bien, donc on a vu que les champignons pouvaient être des intelligences artificielles. J'aimerais aussi vous expliquer en quoi les champignons sont aussi un petit peu philosophes. Enfin, c'est une partie qui me tient à cœur parce que je pense que ce n'est pas seulement des enseignements techniques qu'on peut tirer des champignons, mais aussi des enseignements philosophiques sur ce qu'est l'intelligence. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on définit comme étant l'intelligence ? On peut dire que c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes, à s'adapter à une situation. Mais en fait, c'est une définition assez propre au règne animal, qui ne va pas forcément s'appliquer à d'autres organismes vivants comme les plantes ou les champignons. Et pourtant, quand on regarde le cycle de vie, enfin, l'apparition des premiers champignons, on retrouve des fossiles qui sont vieux de plusieurs milliards d'années. Et donc ça montre que le fait de réduire notre définition de l'intelligence seulement aux animaux, c'est assez restrictif. Et il y a ce philosophe Daniel Dennett qui pense qu'on devrait élargir notre définition de l'intelligence, pas seulement aux animaux, mais aussi aux autres êtres vivants, parce que pour lui, l'intelligence est quelque chose de très ancien dans la nature, qui va s'exprimer de façon différente en fonction des besoins de chaque organisme vivant. Donc forcément, si on est un champignon, on ne va pas avoir les mêmes problématiques que les êtres humains, et donc on va avoir des comportements intelligents, mais qui seront quand même assez différents. Donc on a vu que par le biomimétisme, on pouvait améliorer les algorithmes existants à partir des comportements optimaux des champignons. Avec le biocomputing et le wetware, on peut concevoir des ordinateurs fongiques, voire des intelligences artificielles. Et enfin, grâce à cette réflexion sur l'intelligence des champignons par rapport à l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle, ça nous permet de prendre du recul sur ce qu'on nomme intelligence. Et j'aimerais vous inviter, souvent lorsqu'on a des débats sur la nature de l'intelligence artificielle versus l'intelligence humaine, on se demande si l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence humaine, mais plutôt que ça, il faudrait peut-être se demander comment on s'assure que les relations, ou en tout cas les interactions entre intelligence humaine et intelligence artificielle permettent d'avoir des relations de type donnant-donnant, donc d'être bénéfiques, pour avoir des relations de type symbiose et éviter du parasitisme et retomber dans un scénario à The Last of Us. Merci.
Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. On m'a déjà demandé comment faire des tests unitaires avec des champignons. C'était pas évident à répondre.